Bonjour tout le monde. Je m'appelle Kate. Je suis la coordinatrice des programmes et services à la Société de la SLA du Québec. C'est mon grand plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Maître Hélène Gay. Euh, Maître Gay est membre du barreau depuis 1998. Elle a choisi de développer une pratique dans le domaine du droit de la santé est essentiellement orientée vers la représentation des usagers des services de santé et leurs proches. Elle dirige un cabinet juridique de litige et représente des victimes d'erreurs médicales ou leurs familles et des personnes qui font l'objet de demandes ayant trait à leur capacité ou à leur intégrité ou à leur intégrité. Elle intercède en faveur du respect des droits des personnes devant les instances administratives. Ça peut être les plaintes aux commissaires locaux, les enquêtes du coroner, les ordres professionnels, etc. Maître Gay a développé une expertise en matière de représentation des aînés et la défense de leurs droits. Bienvenue. Je vais laisser vous la parole et le temps de mettre votre présentation pour nous. Merci. Et alors, merci beaucoup, Kate, tout d'abord. Merci pour l'invitation. Merci pour votre accueil. Je tiens à préciser que je suis avocate reçue du barreau depuis 1988 et non 98, mais vous m'avez rajeuni peut-être dans la pratique. Alors, je vais le prendre. Par contre, dans la pratique, quand on a 10 ans de plus, ça peut faire effectivement une différence. Comme vous disiez, vous avez bien décrit mon champ de pratique, puis je vous dirais que j'ai une préoccupation primordiale justement pour tout ce qui est droit et santé. Alors, ce qui nous amène justement au sujet de cet après-midi, où j'ai été déjà invitée à discuter avec vous, sinon avec d'autres groupes, des demandes d'aide médicale à mourir. Et il y a eu un développement l'automne dernier. Alors, c'est comme ça que la société a considéré pertinent que je vienne vous entretenir sur ce sujet-là. Alors, moi, c'est un parfait bonheur de vous entretenir là-dessus et je prévois effectivement une présentation à l'écran qui pourra aussi vous être disponible en format PDF par la suite, puisque envoyé à la société. Euh, de ce que vous verrez de manière identique à la présentation que vous verrez cet après-midi. Je comprends il y a une présence qui me convainc que c'est un sujet qui vous intéresse. Alors, je vais évidemment prévoir une période de questions à la fin de la présentation pour vous permettre de poser des questions. Alors, je partage avec vous donc ma présentation. Excusez-moi, je vais tout d'abord commencer par vous indiquer mon cadre de présentation. Je fais toujours une mise en contexte. Ça m'apparaît nécessaire de voir où on se situe. Je vais voir avec vous un historique de l'aide médicale à mourir parce que c'est quand même un sujet vaste et important. Je vais aborder avec vous, bien entendu, les demandes anticipées d'aide médicale à mourir, les conditions qui s'y rattachent, comme le prévoit le titre. Je vais aussi voir avec vous de façon plus spécifique là, la formulation de la demande comme telle d'aide médicale à mourir de manière contemporaine, donc non pas de manière anticipée. Je pense que ça vaut la peine de revenir sur cet aspect-là aussi. Donc, dans mon cadre, dans la mise en contexte qui est importante, c'est qu'il faut se rappeler que la loi sur les soins de fin de vie a été adoptée au Québec en 2014 et elle est entrée en vigueur en décembre 2015. Cette loi-là, ce qu'elle prévoyait, c'était 4 volets principalement. Elle prévoyait de donner acte à volonté de la personne qui souhaite déterminer le moment de sa mort, ni plus ni moins. Et donc, parmi ces 4 volets, il y a entre autres l'aide médicale à mourir, mais ça comporte aussi les soins palliatifs, la demande l'aide médicale palliative continue et également les directives médicales anticipées. Les demandes anticipées, quant à elles, sont venues élargir la loi sur les soins de fin de vie
Et cet élargissement-là a eu lieu par adoption en juin 2023 et elles sont entrées en vigueur en octobre 2024. Tout ça pour dire que il y a donc une importance qui est accordée par cette loi-là sur les soins de fin de vie. À quoi? À des droits fondamentaux qui sont inscrits dans la Charte des droits et libertés du Québec, à savoir principalement les droits à la vie, à la liberté, à l'intégrité et à la sauvegarde de sa dignité. Parce qu'il y a plusieurs autres droits fondamentaux, évidemment, et libertés fondamentales qui sont inscrites à la Charte, mais celle-ci nous préoccupe quand on veut s'arrêter sur les soins de fin de vie. Le droit à la vie, on l'a interprété, c'est probablement la Cour suprême qui nous donne un éclairage le plus précis en matière de soins de fin de vie dans l'arrêt Carter en février 2015, donc ça fait 10 ans cette année. Quand la Cour écrivait, la prohibition de l'aide médicale à mourir mettait en jeu le droit à la vie, et même si ce droit se définissait principalement comme un droit de ne pas mourir, il ne créait pas une obligation de vivre. Alors, ce qui en résulte, c'est qu'une remise en question de la légalité de tout consentement au retrait, à l'arrêt ou au refus d'un traitement vital au maintien de la vie. En fait, ce que la Cour suprême nous dit à ce moment-là, c'est bien, regardez, on va reconnaître que le droit à la vie comporte aussi le droit de décider la fin de la vie, de décider d'un arrêt de traitement, d'un refus de traitement. Et de rajouter, la Cour suprême, le caractère sacré de la vie englobe aussi la vie, la liberté, la sécurité de la personne durant le passage à la mort. Alors oui, il faut respecter le choix d'une personne quant à sa fin de vie. Donc, quand on parle de la vie, voilà la notion, mais également le choix de la personne quant à la fin de sa vie. Alors, à ce moment-là, on se rattache à deux autres droits importants, le droit à l'intégrité de la personne et celui de l'autonomie de la personne ou de sa liberté. Il faut se rappeler à ce sujet-là que non seulement la Charte invoque le droit à l'intégrité de la personne, mais également le Code civil. Et ça, c'est un précepte très important dans notre droit civil au Québec, à savoir l'inviolabilité de la personne. On a longtemps énoncé que la personne est inviolable dans le sens de elle ne peut pas être touchée. Mais ce qu'on sait maintenant, avec les années, on l'a interprété aussi, savoir, oui, mais elle a le droit aussi à une atteinte à son intégrité et c'est elle qui devra avoir se faire reconnaître ce droit-là, l'exercice de ce droit-là, de ce contrôle-là. Et que l'inviolabilité, ça signifie, ça a pour corollaire d'obtenir le consentement de la personne avant de lui porter atteinte. Donc, un consentement, ça veut dire de savoir de quoi il en retourne et en quoi quelles sont les conséquences et de ne pas être biaisé par d'autres personnes pour choisir, par exemple, de disposer de sa vie, d'avoir une atteinte à son intégrité, d'avoir accès à des soins de fin de vie, donc de façon libre et éclairée, c'est-à-dire d'être pleinement informé, puis on va y revenir un petit peu plus tard en exposant les demandes anticipées et les demandes contemporaines. Autre principe très important, je pense qu'il faut se rappeler, qu'est-ce que ça veut dire le droit à la dignité? Bien, je trouve qu'on a une interprétation formidable de la part de la Cour suprême quand elle écrit dans l'affaire Ward contre Commission des droits de la personne que le droit à la dignité, ça protège pas chaque personne, mais l'humanité de chaque personne dans ses attributs à cette personne-là. Ses attributs qui sont ceux de toutes ses composantes à elle, qui sont sa spécificité à elle, et aussi où elle est rendue dans ce cheminement de vie, où elle est rendue dans son cheminement de santé et de situation. Alors, la Cour suprême dit la dignité, c'est cette qualité inhérente à chaque être humain, dont la reconnaissance définit en quelque sorte la civilisation et la méconnaissance de la dignité, la barbarie. Alors, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin aujourd'hui en vous disant quels exemples on pourrait rattacher à l'importance de la dignité de la personne. On a de multiples exemples aujourd'hui, que ce soit au quotidien proche de nous, que ce soit de façon éloignée, même au plan international, mais aussi dans notre quotidien de personnes qui sont susceptibles d'être affectées par une maladie dégénérative telle que la SLA. Eh bien, cette notion-là de dignité se rattache à elle comme un droit fondamental où on va insister sur le fait que cette personne, dans son cheminement, dans ses attributs les plus fondamentaux, a aussi besoin qu'on reconnaisse cette dignité, cette qualité inhérente à sa personne. Et puis, finalement, par dignité, ben, on s'enligne aussi vers le concept d'égalité, puisque la Charte nous dit
tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et aussi en égale protection de la loi. C'est la Charte québécoise qui parle. Alors, l'égalité, ça veut dire qu'on est égal aux autres, peu importe notre condition de santé, nos handicaps physiques, nos handicaps cognitifs. Alors, cette notion-là d'égalité est devenue au cœur aussi des décisions portant sur les soins de fin de vie et portant aussi sur euh, l'accès à des soins pour toute personne, même dont les capacités physiques ou cognitives peuvent être différentes. On va revenir aussi. Et dans cette notion-là de liberté et d'autonomie qui se rattache au droit à la liberté, qu'est-ce qu'on y retrouve? Bien, voici une citation de la juge Lebel dans un jugement en 2006 qui dit au jour le jour, on doit apprécier la capacité de la personne. Ça ne change, ça peut changer, ça peut évoluer. Une personne qui est affectée de la SLA aura possiblement une capacité fluctuante et différente de sa voisine qui également est affectée de la SLA. Donc, le principe du respect de l'autonomie s'applique à tous. Le principe du respect de l'exercice de cette autonomie, de cette liberté, ça s'applique à tous. En autant que possible, on doit respecter l'autonomie des personnes, même si l'exercice de cette autonomie-là va varier d'une personne à l'autre. Pour une personne, ce sera approprié d'avoir une attaque à son intégrité, d'avoir accès aux soins de fin de vie. Pour une autre, ce sera une proposition qui n'est pas nécessairement recevable. Peut-être qu'elle sera recevable plus tard, peut-être qu'elle ne le sera pas, mais l'objectif dans tout ça, ou la conclusion à tirer de tout ça, c'est qu'il faut respecter l'autonomie des personnes, même si ce n'est pas la décision que nous-mêmes on pourrait prendre. Et autre grand principe extrêmement important, quand on parle d'exercice de droit et de liberté, c'est l'autonomie de la personne. Alors, ce que la loi nous dit, c'est que toute personne est présumée apte. Donc, toute personne, peu importe son état de santé, l'avancement de sa maladie, l'avancement des détériorations de ses capacités, l'inaptitude doit être démontrée, l'aptitude est présumée. Ce sera à ceux qui veulent démontrer que la personne est inapte à consentir à des soins de le démontrer, je vais y revenir. Précisément ici, en disant donc que l'aptitude à consentir à des soins, elle est présumée, c'est l'inaptitude qui doit démontrer, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune présomption d'inaptitude à donner un consentement aux soins médicaux. Moi, ma pratique, c'est de représenter des personnes devant les tribunaux, notamment et souvent lorsque leur inaptitude à consentir aux soins est soulevée. Et ça m'est arrivé même dans des situations impliquant des personnes affectées par la SLA. Au soutien de leur défense, je plaide toujours que l'aptitude à consentir est présumée. Et c'est pas parce qu'il y a une personne qui n'est pas en mesure physiquement de l'exprimer de façon claire, limpide, solide, qu'elle n'a pas son aptitude à consentir, c'est-à-dire une capacité d'exprimer sa volonté, puis une capacité de comprendre également ce qui lui est proposé de faire des choix. Alors, quand on arrive quand on arrive un peu plus précisément sur l'aide médicale à mourir, parce que je sens que vous écoutez ces grands principes-là, ce préambule-là, puis vous dites, ben, vas-tu en parler de la demande anticipée d'aide médicale à mourir? Mais oui, elle va en parler. Mais elle va par contre, je voudrais faire une distinction dès maintenant, à savoir que l'aide médicale à mourir, on le dit puis on le redit pour que ce soit clair, parce que c'est jamais parfaitement clair, même chez les gens. Même chez les tribunaux, parfois, il faut faire le point devant le tribunal pour que ce soit bien clair que est-ce qu'on parle d'aide médicale à mourir ou on parle de cessation de traitement, d'un arrêt des traitements. Bien entendu. Et peut-être que vous êtes très familier et que vous ne voyez aucun problème à la distinction. C'est important de se rappeler qu'elle existe, alors que l'aide médicale à mourir est très encadrée et que l'intention est de causer la mort. La cessation de traitement ou l'arrêt des traitements, l'arrêt d'un traitement même vital, ce n'est pas l'aide médicale à mourir. Ça va possiblement et ou probablement entraîner la mort sans un geste supplémentaire. Mais son objectif, c'est d'éviter l'acharnement thérapeutique. Ce n'est pas de causer la mort. Alors, bref historique, avant d'introduire les demandes anticipées, puisque les demandes anticipées, comme je mentionnais tout à l'heure, sont survenues récemment, en tout cas, en tout le moins, leur mise en vigueur. Bref, historique, pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est important de noter que cette évolution-là est récente.
C'est dans une vague, justement, de reconnaissance de l'autonomie de la personne que le législateur québécois a pris les devants en matière d'aide médicale à mourir. Il avait déjà un indice en 1992, lorsque le juge Dufour écrit ce que demande Nancy B, c'est de respecter l'autonomie de sa volonté, son droit à l'autodétermination. Nancy B est affectée d'un Guillain-Barré, mais Nancy B demandait qu'on cesse les traitements. Est-ce qu'elle demandait l'aide médicale à mourir? La réponse, c'est non. Elle demandait qu'on cesse les traitements. La maladie a suivi son cours naturellement. On s'est assuré qu'elle avait toute sa capacité pour comprendre, et ça, c'est un élément fondamental. Elle était capable de réaliser que les conséquences de sa décision. On est en 1992. Donc, est-ce que je me trompe ou ça fait un peu plus de 30 ans seulement? 1993, en 1993, puis en 2012, la Cour suprême a été saisie de deux situations différentes, mais très comparables. Où dans un cas, Mme Sue Rodriguez demande d'invalider les articles du Code criminel, de même le fait Mme Carter. Toutes deux sont affectées de la SLA. Toutes deux demandent de pouvoir recevoir la mort maintenant plutôt que de vivre les souffrances qu'elles anticipent dans les années à venir compte tenu du diagnostic et du pronostic. Toutes deux s'adressent aux tribunaux jusqu'à aller jusqu'en Cour suprême, une démarche exemplaire, on pourrait dire, coûteuse, difficile, qui ne rapportera rien à personne autre que faire cheminer le droit. Sue Rodriguez se fait répondre par la Cour suprême et à cette époque, encore une fois, il y a un petit peu plus de 30 ans, la Cour suprême s'inquiète pour la majorité qu'il pourrait y avoir une pente glissante. À savoir que si effectivement on va dans le sens de la demande de Mme Sue Rodriguez, on pourrait se retrouver avec des situations difficiles où on irait trop loin dans la reconnaissance d'un accès à l'aide médicale à mourir. La réalité médicale est très bien supportée par la minorité des juges, donc un jugement 4 contre 5. On n'invalide pas les articles. Ce qui va se produire lorsque la juge se met en cours de Colombie-Britannique, décide que justement ces articles du Code criminel contreviennent aux droits fondamentaux énoncés à l'article 7, dont le droit à la vie. Ce qui fait en sorte que, en février 2015, la Cour suprême donnera raison à Mme Carter et conclura que les articles du Code criminel qui réfèrent justement à l'interdiction d'accès au suicide assisté euh, sont inconstitutionnels parce ils interdisent aux médecins de prodiguer l'aide médicale à mourir à une personne qui a son aptitude à consentir, qui en fait la demande. Il souffre d'une condition irrémédiable qui lui cause des souffrances intolérables et irrémédiables. Donc, la Cour suprême donne un an au gouvernement pour changer et on sait qu'en parallèle de ça, parce que évidemment, il y a eu plusieurs étapes par la suite, après février 2015, pour que le gouvernement fédéral adapte sa loi. Parallèle de ça, on sait qu'au Québec, on avait adopté une loi en juin 2014 qui est entrée en vigueur en décembre 2015, 18 mois, pour mettre en place les conditions d'admission à l'aide médicale à mourir, à savoir une personne majeure qui détient une carte d'assurance maladie, qui est capable de prendre des décisions relatives à ses soins de santé, qui est atteinte d'une maladie grave et incurable, qui est en fin de vie, qui est dans une situation de déclin avancé et irréversible de ses capacités et qui éprouve des souffrances qu'on qualifie de constantes, insupportables, qui ne peuvent pas être apaisées dans des conditions qu'elle juge tolérables et qui sont de nature physique ou psychique. Alors, pourquoi on a rayé la condition sain? Tout simplement parce que la Cour supérieure en 2019 a rendu une décision majeure énonçant le fait que cette condition-là devrait être retirée de la loi et retirée également du projet de loi fédéral parce qu'on n'a pas besoin d'être en fin de vie pour demander l'aide médicale à mourir et de formuler une demande anticipée d'aide médicale à mourir. Donc, cette condition-là tombe, le jugement Truchon n'est pas porté en appel et c'est la loi maintenant. C'est la loi qui donc se retrouve à être en vigueur et qui sera modifiée
par différentes pressions faites par différents groupes, différentes personnes, et le législateur se penche sur la question au Québec pour déterminer s'il y a lieu d'élargir l'accès à l'aide médicale à mourir. Alors, il y a eu quand même pas mal d'échanges, euh, et il y a eu des projets de loi qui étaient sur la table des législateurs euh, en 2022, en 2023, qui ont finalement conduit à l'adoption de la loi en juin 23 pour son entrée en vigueur. Euh, alors, on a élargi à certains égards et à d'autres égards, on n'a pas élargi. Euh, aux personnes, donc, on a introduit à ce moment-là, et depuis donc juin 23, on a introduit euh, la demande anticipée d'aide médicale à mourir. On a aussi précisé que les personnes qui souffrent d'un handicap moteur grave et incurable ont aussi accès. Donc, on l'a précisé parce qu'il y avait aussi certains, et il y en a encore, certaines difficultés de cohérence entre les deux lois fédérales et provinciales. On a aussi précisé que quant aux personnes qui ont un handicap, on a dit, les personnes qui ont une déficience physique grave entraînant des incapacités significatives et persistantes, ce sont des personnes qui ont aussi accès à l'aide médicale à mourir. Alors déjà, on avait M. Truchon, Mme Gladu pouvant donner l'exemple, mais on a précisé dans la loi, donc, quelles sont les personnes qui peuvent avoir accès. Et quand on lit ces textes-là, que ce soit handicap neuromoteur grave et incurable, déficience physique grave entraînant des incapacités significatives et persistantes, c'est sûr qu'on passe tout de suite à la SLA. Et c'est sûr que ça devient à ce moment-là une possibilité de qualification au niveau de la demande d'aide médicale à mourir contemporaine. Ensuite, on a élargi aussi l'administration aux IPS, les infirmières praticiennes spécialisées, et on a aussi élargi sur le lieu d'administration de l'AMM autre qu'un établissement de santé. On a, au Québec, refusé d'élargir l'accès à l'aide médicale à mourir pour les personnes dont le seul trouble médical sont les troubles mentaux. Au fédéral, on l'a introduit. On l'a introduit et on a prévu son entrée en vigueur à un certain moment, mais on l'a encore repoussé. On l'a repoussé déjà 2 ou 3 fois. La dernière fois qu'on l'a repoussé, c'est ça qui est important de retenir, c'est qu'on l'a repoussé de 3 ans, le 1er février 2024. Donc, ça va aller en 1er février 2027, au motif que l'examen de toutes les questions et toutes les considérations éthiques en jeu devait être revu. Ça peut, à quelque part, nous intéresser aussi, mais cependant, cette exclusion-là temporaire vise les personnes qui souffrent uniquement de maladies mentales et non pas de SLA. Alors, c'est quoi l'aide médicale à mourir et comment la loi le définit? La loi le définit comme un soin qui consiste en l'administration de médicaments ou de substances par un professionnel compétent, médecin ou IPS, à une personne à la demande de celle-ci dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès. Donc, voyez-vous, là, on couvre tout ce tout ce que je viens de dire, à savoir, c'est un soin, on va administrer des médicaments, ce sera le professionnel compétent, et l'administration, vous savez, ça se fait de manière extrêmement soignée et organisée et gérée, et ça doit être à la demande de la personne, dans le but de soulager des souffrances en entraînant son décès. Donc, pas simplement en provoquant une sédation, pas simplement en palliant aux souffrances, mais en entraînant. Donc, qui administre au Québec le professionnel compétent seulement. Ailleurs au Canada, il est possible de recourir à l'auto-administration, ce qui n'est pas le cas au Québec. Toute personne, donc, et là, toute personne, ça veut dire toute personne qui deviendra éligible, admissible, en fonction de sa réponse aux conditions qu'on a vues un peu plus tôt, a droit de recevoir l'aide médicale à mourir. Donc, en autant qu'elle rencontre les exigences de la loi. Puis le soin, comme je le mentionnais, peut être offert dans une installation qui va être maintenue par un établissement de santé ou dans un autre lieu qui a été préalablement autorisé par le directeur des services professionnels. Il va falloir chercher une autorisation pour que ça se réalise ailleurs, par exemple, dans un lieu comme un salon funéraire.
Parce que si le lieu est le domicile, ou le domicile substitue, par exemple le chalet ou le domicile de la fratrie, à ce moment-là, ça reste toujours un domicile et la loi permet que ce soin-là soit fourni à domicile. Donc, le droit de recevoir l'aide médicale à mourir s'applique en tenant compte de l'organisation du fonctionnement. Alors oui, on a eu et on a encore des établissements qui disent, ben, moi, je n'ai pas les ressources humaines, je n'ai pas les médecins, je n'ai pas la place, la chambre, mais la loi est plus sévère depuis qu'elle a été modifiée en 2023 à l'effet que par exemple, les maisons de soins palliatifs doivent aussi permettre d'offrir ce service-là et ce service ou ce soin doit être accessible également dans toutes les maisons de soins palliatifs. Par professionnel compétent, je l'ai mentionné, on parle de professionnels compétents, donc on parle de médecins et d'IPS, et ça, c'est assez récent quand même, décembre 2023, où on a introduit cette possibilité. Et selon des données de Santé Canada, on avait relevé en 2022 qu'il y avait 95 des professionnels qui étaient des médecins et 5 des IPS. Il faut retenir par contre, au Canada, les infirmiers et infirmières pouvaient, avant décembre 2023, prodiguer l'aide médicale à mourir. Alors, voilà. Je souhaite toujours ne pas avoir été trop longue sur cette introduction, mais il me semble que c'est essentiel. Avant d'introduire la demande anticipée, qui est nouvelle, comme je le mentionnais, dans la loi sur les soins de fin de vie. Alors, vous êtes curieuse et curieux de connaître les conditions, bien que vous ayez pu en entendre parler déjà. Et la demande anticipée, elle a quand même une spécificité qui est très importante. Au départ, l'objectif de la demande anticipée, c'est de répondre à des demandes qui ont été faites, d'élargir l'accès aux personnes qui souhaitent décider de ne pas se retrouver dans une situation, on pourrait dire, une situation de santé plus grave qu'elle n'est en raison de la survenance d'une démence. Alors, d'une inaptitude, pardon. Oubliez le mot démence. La survenance d'une inaptitude. Donc, c'est un contexte précis dans lequel les demandes anticipées peuvent être envisagées. Bien entendu, la demande devra venir d'une personne qui est majeure, parce qu'on n'a pas élargi aux personnes mineures ni la demande d'aide médicale à mourir contemporaine, ni les demandes anticipées. Personne majeure et qui est apte à consentir. Donc, il y a toute sa tête au moment où elle formule la demande. Donc, effectivement, il y a donc des personnes qui ne peuvent pas faire les demandes anticipées d'aide médicale à mourir parce que déjà, on peut constater qu'elles sont inaptes à consentir aux soins. Ce qui n'est peut-être pas le cas d'une personne qui est affectée de la SLA. Elle doit détenir une carte d'assurance maladie valide, bien entendu. Donc, ça vise à éviter le tourisme médical, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de carte d'assurance maladie qui viendraient au Québec pour demander l'aide médicale à mourir, formuler des demandes anticipées et être atteinte d'une maladie grave et incurable menant à l'inaptitude de consentir. Alors, ça, c'est les 3 premières conditions essentielles et on va voir en plus en détail à quoi on réfère, surtout sur la 3e condition. Alors, une maladie grave et incurable menant à l'inaptitude à consentir aux soins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on parle de maladie grave et incurable, ça veut dire qu'il y a un diagnostic un jour qui a été posé. Un diagnostic n'est pas seulement une impression de diagnostic, pas seulement une hypothèse, pas seulement un profil. Parce que toutes ces expressions-là auxquelles je réfère sont utilisées par les médecins. On a certainement parfois une hésitation à poser le diagnostic formel. Pourquoi? Parce que tout ne s'enligne pas dans les signes et symptômes. Mais un diagnostic devra être posé par un médecin, un diagnostic qui sera non pas simplement une hypothèse diagnostique. Est-ce que la SLA est une maladie grave et incurable? Certainement. Je n'ai pas besoin de vous convaincre. Je n'ai pas besoin de répéter que c'est un trouble neurologique qui, pour le moment,
n'a pas de moyen d'être soigné efficacement. Donc, il est incurable. Parce que c'est certainement une maladie grave. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est une maladie grave et incurable qui mène à l'inaptitude à consentir aux soins? Alors, la majorité des cas que j'ai eu à défendre, j'ai eu à défendre, j'ai défendu l'aptitude de la personne dans un état de SLA avancé. J'ai défendu son aptitude à comprendre les soins qui étaient demandés, son transfert de chambre, son transfert d'unité, l'imposition d'une médication. Je dis imposition parce que c'était des recommandations extrêmement fortes. Le retrait d'un tube, le changement d'un tube, l'installation d'un cathéter, le retrait d'un cathéter. Euh, alors, à chacune des occasions, ça a été une bataille pour démontrer que la personne, malgré l'avancement de sa SLA, était toujours apte cognitivement à comprendre ce qu'on lui proposait, lui recommandait et à refuser ou à accepter. C'est ça, l'inaptitude à consentir aux soins, c'est de déterminer que une personne est dans une situation telle qu'elle ne peut plus consentir à ses soins. Alors, quand on regarde un peu plus près, puis peut-être la société pourrait compléter, peut-être que vous aurez des commentaires aussi ou des réflexions, peut-être que vous avez fait des recherches, puis vous me direz, ben, c'est très rare les troubles cognitifs. Les troubles neurocognitifs, chez les personnes qui sont affectées de la SLA, c'est très rare. Ce que je ressors des statistiques, c'est qu'il y a, chez 35% des personnes, il y a des troubles neurocognitifs pertinents au plan clinique. Est-ce que ces troubles neurocognitifs sont tels qu'ils affectent la personne? Possiblement, à ce moment-là, ça prend un diagnostic précis, mais pour certaines, c'est que on relate que des troubles neurocognitifs peuvent se développer chez les personnes qui sont affectées par la SLA. Et chez 15% des patients, on a relevé qu'une démence frontotemporale s'installe. Alors, une démence frontotemporale va, le plus souvent qu'autrement, euh, faire en sorte que la personne devient inapte à consentir aux soins. Donc, est-ce qu'on peut dire que, parce qu'on est à ce stade-ci, est-ce que la maladie grave et incurable qui est la SLA mène à l'inaptitude à consentir aux soins? On peut penser que ce sera généralement reconnu, même si euh, dans certains cas et dans plusieurs situations, on va vouloir maintenir la reconnaissance de l'aptitude de la personne à consentir ou à refuser ses soins. Parce que si c'est quelque chose qui est important de décider pour soi-même, c'est bien ça. Les soins, même si on est gravement affecté par une SLA qui est très avancée. Donc, l'évolution de la maladie va parler par elle-même et déterminer si une inaptitude va se développer. Mais je pense qu'effectivement, il n'y aura pas trop de questionnement sur le fait que la SLA peut se qualifier comme une maladie grave et incurable menant à l'inaptitude à consentir aux soins. Et puis, pourquoi je mentionne complications? Parce que, bien entendu, peut se surajouter des autres maladies à la SLA, des différentes autres maladies qui peuvent être très angoissantes, très troublantes, qui affectent, qui génèrent des douleurs, qui génèrent des inconforts et qui vont mériter donc une attention à ce niveau-là. Mais les complications pourront aussi nécessairement se développer au fur et à mesure que la maladie se développe, que la SLA se développe. Donc, à plus ou moins long terme, et on connaît le pronostic, on va se retrouver possiblement dans une situation qui va mener à rencontrer les critères, soit de l'accessibilité à la demande anticipée, soit à l'accessibilité à l'aide médicale à mourir contemporaine. De façon plus précise, voici ce que rapportait le rapport annuel sur l'aide médicale à mourir au Canada en 2023. Donc, on voit ici que les personnes par catégorie d'âge affectées d'un trouble neurologique, mais je n'ai pas la distinction des différents troubles neurologiques, mais on vient certainement que la SLA, c'est un trouble neurologique.
Donc, on voit chez les personnes qui ont donc qui ont demandé l'aide médicale à mourir, on voit quel était le problème de santé qui était prédominant. euh, et on se retrouve donc à voir ces chiffres-là. Donc, 33% pour les 75 ans et plus, 25% pour les 65 ans et plus, 11% pour les 55 ans et plus. Donc, évidemment, ce sont des chiffres qui sont éclairants en partie, mais nous mènent pas nécessairement à mieux comprendre les conditions d'accès à à la demande anticipée. L'autre condition d'accès, c'est qu'il faut savoir aussi que euh, a été mise en ligne au 30 octobre 2024 le formulaire. Le formulaire qu'on a discuté longuement en commission parlementaire en mars 2023. Ce formulaire-là, il faisait vraiment beaucoup l'objet de questions, à savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce formulaire-là, comment les demandes anticipées vont être formulées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il existe donc un formulaire qui est accessible en ligne. Il y a également un document qui est accessible qui réfère spécifiquement sur les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Et dans ce formulaire-là, on retrouve entre autres que une section qui doit être remplie par la personne elle-même, qui doit décrire de façon détaillée les manifestations cliniques liées à sa maladie, qui vont devoir être considérées une fois qu'elle va être devenue inapte à consentir aux soins et qu'un professionnel compétent va constater qu'elle présente ces manifestations comme l'expression de son consentement. Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que ce formulaire-là permet à la personne qui est, par exemple, affectée de la SLA, de décrire quelles sont les manifestations pour lesquelles elle dirait, ah, si j'avais toute ma capacité, moi, de consentir, toute mon aptitude à exprimer ma volonté, voici ce que j'exprimerais. J'exprimerais ma volonté d'avoir accès à l'aide médicale à mourir, qu'on procède. Et de façon anticipée, ne sachant pas comment la maladie va évoluer, je prends quand même sur moi la décision de déterminer qu'à partir de la manifestation de certaines signes et symptômes, certains signes plutôt, je voudrais qu'on administre l'aide médicale à mourir. Ça sera mon consentement. Et donc, l'important ici, c'est de retenir, c'est que c'est à la personne elle-même de décrire. Bien entendu, remplir ce formulaire-là se fait pas sur le coin de la table dans la cuisine, mais plutôt avec l'assistance d'un professionnel de la santé, qui va certainement être à l'occasion le neurologue, qui va certainement être un professionnel qui connaît la personne, qui va discuter avec elle. Ben voici euh, l'inquiétude de certains signes cliniques, la manifestation de certains signes cliniques, connus, moins connus, plus connus. Alors, voilà que c'est à la personne elle-même de les décrire dans son formulaire et de dire, bon, ben moi, écoutez, j'aimerais qu'on considère que je consens l'aide médicale à mourir lorsque ces signes-là cliniques, se manifesteront et qu'on devra les considérer au moment où je deviendrai inapte à consentir et que le professionnel aussi les aura constatés. Alors, ensuite de cette étape-là, d'écrire les manifestations, bien, il faut savoir que ce formulaire-là, qui est rempli avec l'assistance d'un professionnel, doit être suivi à la lettre, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas créer un formulaire maison. Il faut bien suivre le formulaire prescrit par le ministre ou encore consulter un notaire qui, lui, va compléter un formulaire avec la personne elle-même. Il faut savoir aussi que ce formulaire-là, il faut l'enregistrer au registre des demandes anticipées avec le registre des directives médicales anticipées pour qu'il puisse être accessible le moment venu par les professionnels de la santé. Parce que ça doit être retiré de ce registre pour être lu par les professionnels de la santé qui auront constaté l'inaptitude de la personne qui l'a complété à consentir à des soins et qui pourront à ce moment-là mettre en œuvre sa décision sa décision de consentir à l'aide médicale à mourir. Alors, c'est quand même un processus qui est important et qu'il faut retenir. Et dans la description détaillée au formulaire, bien entendu, il y a des manifestations cliniques qui vont devoir être liées à la maladie qui a été diagnostiquée au départ. Et c'est cette maladie-là qui doit entraîner
l'inaptitude à consentir. Donc, les manifestations cliniques doivent être liées à la maladie. Alors, on peut penser qu'il y a des manifestations cliniques que je peux identifier qui sont en lien avec la SLA. Eh bien, je pense qu'il est certainement aisé de les identifier et de les consigner dans le formulaire. Et la constatation, donc, la consignation plutôt de ces manifestations, c'est une partie importante donc du formulaire. L'étape suivante, c'est la constatation de l'inaptitude, évidemment par un professionnel compétent. Puis la constatation des manifestations cliniques qui vont être décrites dans le formulaire, encore une fois, par un professionnel compétent. Ces manifestations-là sont, comme je viens de le dire, l'expression du consentement. Et toutes ces conditions-là, très importantes, doivent se surajouter aux conditions déjà existantes de l'aide médicale à mourir, à savoir qu'il va falloir aussi que les deux autres conditions très importantes du déclin avancé et irréversible. Autrement dit, ce n'est pas au tout début, un stade préliminaire après l'inaptitude, mais dans un stade avancé, et que les souffrances sont constantes, insupportables et ne peuvent être apaisées dans des conditions jugées tolérables, qu'elles soient physiques ou psychiques. Donc, ces autres conditions-là doivent être rencontrées. Bien entendu, on peut penser que, au sein des manifestations cliniques, on va vouloir décrire notamment des souffrances. Alors, je ne voudrais pas souffrir, je ne voudrais pas me retrouver dans tel état, dans tel état de souffrance, dans tel état physique. Et donc, on peut penser qu'il y aura une espèce de convergence là, à ce niveau-là qui va être exprimée dans le formulaire. Euh, et le formulaire, donc, va nécessairement provenir de l'auteur même, de la personne elle-même. Les informations qui vont provenir de la personne vont être transcrites dans les mots de la personne qui formule la demande anticipée et elles vont devoir être observables au moment de l'évaluation. Autrement dit, il y a une évaluation qui va se faire de l'inaptitude, mais après ça, il se fera une évaluation faite par un professionnel compétent des manifestations au moment de l'administration de l'aide médicale à mourir. Alors, donc, formulaire complété, formulaire connu, formulaire accepté, formulaire enregistré, puis plus tard, manifestation de l'inaptitude, parce qu'on se souvient quand on remplit le formulaire, l'aptitude est présente, manifestation de l'inaptitude, puis manifestation consignée au formulaire, observable par le professionnel compétent en vue de l'administration. Il y a aussi au sein du formulaire, très important, une description médicale des manifestations cliniques décrites. Autrement dit, il y a une section dans laquelle la personne consigne les manifestations qui, selon elle, deviendront insupportables et conféreront consentement à l'aide médicale à mourir. Et il y a une deuxième section qui est la description médicale des manifestations cliniques décrites. Alors, c'est comme une description complémentaire à caractère médical. Alors, caractère médical, donc là, on peut s'attendre à des spécificités en lien avec, justement, la maladie grave et incurable qui a mené à l'inaptitude. Et on va s'assurer aussi que, comme je le disais précédemment, que les manifestations cliniques sont liées, et ça c'est toujours au sein du formulaire, liées à la maladie et non pas liées à une autre maladie que la maladie grave et incurable, par exemple la SLA. Donc, ça ne pourrait pas être, par exemple, des manifestations cliniques de, je sais pas moi, démangeaisons. Je ne pense pas que ce soit en lien nécessairement, mais corrigez-moi si je me trompe. Mais elles devront être directement ou reliées à la maladie elle-même et observables par le professionnel compétent, c'est-à-dire qu'il doit les observer. Pourquoi c'est important de retenir ça? Parce qu'il va devoir aussi faire un rapport de constatation et d'administration de l'aide médicale à mourir. Il va devoir consigner qu'il a pu les observer. Alors, un formulaire prescrit par le ministre ou par acte notarié. Une attestation également dans le formulaire à l'effet que la personne reconnaît avoir été informée et comprendre l'évolution possible de sa maladie. Donc, voyez-vous, j'ai pas fini avec le formulaire, mais c'est juste pour dire que il est court, mais il est clair. Il est clair qu'il faut également que la personne qui a toute son aptitude fait sa demande anticipée
reconnaît avoir été informé et comprendre l'évolution de la maladie. Donc, il y a un professionnel compétent qui aura pu faire le tour avec elle et ce qui veut dire qu'on n'est pas à un stade avancé de la SLA, possiblement, mais on pourrait être néanmoins à un stade avancé, alors même que c'est une maladie grave et incurable qui mène à l'inaptitude, mais l'inaptitude n'est pas encore constatée. Donc, tout le temps qu'on a l'aptitude et qu'une personne a son aptitude, qu'elle est affectée d'une maladie grave et incurable, elle pourrait donc faire cette demande anticipée et à ce moment-là, est en mesure d'attester qu'elle a été informée et qu'elle comprend. Donc, ça doit être signé dans l'ordre suivant. La personne elle-même, le tiers autorisé à signer si la personne ne peut plus signer, et ça arrive quand même assez régulièrement chez les personnes qui sont affectées par la SLA. Un tiers de confiance qu'on pourrait consigner aussi dans le formulaire, c'est-à-dire désigner une personne dont je vais y revenir. Des témoins qui attestent qu'il s'agit bien d'une directive, d'une demande anticipée et le professionnel compétent qui a complété le formulaire avec la personne. Le tout est envoyé à la régie l'assurance maladie du Québec. Il faut s'assurer de recevoir un accusé de réception pour être certain que c'est bien enregistré. Des fois, il peut y avoir une erreur d'administration chez le destinataire ou chez l'expéditeur. Alors, il faut s'assurer de recevoir le reçu, l'accusé de réception et déposer au registre. Alors, c'est important de savoir parce qu'on pose des fois on se pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un tiers de confiance? Un tiers de confiance, on a introduit ça, puis il y avait pas mal de discussions autour de cette notion, l'introduction du tiers de confiance dans la loi. Je vous dis ça parce qu'en mars 2023, j'ai eu le privilège d'accompagner la bâtonnière du Québec pour donner le point de vue du barreau en commission parlementaire sur l'élargissement de la loi. Et je me souviens des discussions entourant le formulaire et des discussions entourant aussi le tiers de confiance. Euh, c'est sûr qu'on a introduit le tiers de confiance par un souci de habiliter la personne qui fait une demande anticipée à référer à une personne, à ce que pour la suite des choses, on puisse référer à une personne. Donc, on l'a qualifié de tiers de confiance, puisque ce n'est pas un mandataire, ce n'est pas de la fratrie, ce n'est pas un tuteur, ce n'est pas un conjoint, c'est un tiers de confiance. Alors, c'est qui? Ben, on va revenir, c'est ça. Je vais revenir euh, par après, mais certainement il a son importance. Il y a également une grande importance à accorder au fait que, avant d'administrer l'aide médicale à mourir, la situation médicale doit être réévaluée ou évaluée par deux professionnels. Et deux professionnels compétents qui vont arriver à une même conclusion sur la base des informations que selon leur jugement clinique, la personne souffre, euh, éprouve donc des souffrances physiques ou psychiques persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées. Donc, voyez-vous que non seulement au stade du formulaire, mais également au stade où, avant l'administration, deux professionnels, comme dans l'aide médicale à mourir contemporaine, deux professionnels compétents doivent constater selon leur jugement clinique. Alors, évidemment, cette évaluation-là, elle est importante. Dans certains cas de demande anticipée, ça pourra être plus difficile à mesurer, mais on peut peut-être se dire que chez une personne affectée avec la SLA, cette évaluation-là par les médecins et l'application de leur jugement clinique ne devrait pas donner lieu à beaucoup de questionnements. En tout temps, on peut retirer et modifier la demande anticipée. Il faut retenir que cette modification-là d'une demande anticipée doit se faire avec un formulaire précis et ne peut pas simplement se faire euh, dans sa chambre, dans son lit, sur le coin de la table, sur un bout de papier. Non. Ou verbalement. Elle doit se faire par écrit et en recourant à un formulaire de modification ou de retrait. Question qui a été soulevée encore une fois en commission parlementaire. Il y a eu un petit débat portant sur le fait qu'une personne pourrait refuser de recevoir l'aide médicale à mourir dans l'administration et l'application d'une demande anticipée. Une discussion entourant le fait qu'une personne refuse ou une personne résiste. Alors, est-ce que ça pourrait se présenter dans les situations impliquant des personnes affectées par la SLA? Ça m'apparaît peu probable, mais en même temps, si la question se pose,
à savoir comment distinguer résistance et refus, eh bien, la conclusion de cette brève discussion, je pourrais vous dire, c'est que la personne qui refuserait ou manifesterait un non-désir par le biais d'une résistance ne pourrait pas être soumise contre son gré. Alors, il faut revoir, il faut s'assurer que les pratiques ne sont aucunement à l'effet de forcer une personne qui a formulé une demande anticipée et qui, pardon, et qui, au moment de l'administration, manifeste un refus. Il va sans dire que les professionnels compétents ne sont pas là pour forcer l'administration et à ce moment-là, ça sera suspendu et reporté à une autre occasion, bien entendu. Tiers de confiance, très important, c'est une personne et c'est défini dans la loi. La personne peut désigner un tiers de confiance, elle peut. Personne n'est obligé. On n'a pas de tiers de confiance, on fait un choix de ne pas identifier un tiers de confiance. Ce n'est pas une obligation pour demander ou avoir une demande anticipée valide. Euh, Pourquoi? Parce que c'est un libre choix d'identifier une tierce personne. On confie des responsabilités significatives à un tiers de confiance. Le tiers de confiance n'est pas obligé non plus d'accepter, mais si on veut le mentionner une tierce personne qui va, elle, aviser un professionnel de la santé lorsqu'elle va croire que la personne éprouve des souffrances décrites dans sa demande, des souffrances physiques ou psychiques persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions jugées tolérables pour elle. On peut la désigner. On peut la désigner parce que aussi on pense qu'elle est bien placée pour justement constater les manifestations, constater les souffrances euh, et constater que peut-être il n'y a plus aptitude à consentir à des soins. Donc, le tiers de confiance a cette responsabilité-là double d'aviser le professionnel que selon elle, la personne qui a signé la demande anticipée éprouve les souffrances et qu'elle elle manifeste, cette même personne, une inaptitude à consentir à des soins. Donc, tiers de confiance, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est une bonne chose? Chacune peut faire son choix à ce niveau-là. Ça dépend de notre situation et ça dépend des volontés ou des souhaits qu'on peut manifester à engager une tierce personne qui aurait ces responsabilités-là quand même importantes. Dans l'occasion, j'ai des clients qui disent non, moi, je ne veux pas impliquer ma famille, mes enfants, ce sont des adultes, mais ça ne m'intéresse pas. Alors, c'est un choix à réfléchir, à discuter avec des professionnels de la santé peut-être, à discuter avec des proches peut-être. Ça redevient un choix basé sur l'exercice d'autonomie qui est à privilégier. Retrait, modification, refus, je vous en ai parlé. Il s'agit de toujours utiliser les formulaires de la RAMQ, c'est préférable. Le refus versus la résistance, bien entendu, on va s'en référer encore là correctement au professionnel de la santé qui va pouvoir euh, décrire les manifestations qu'il observe et déterminer est-ce qu'il s'agit effectivement d'une expression de refus pour lequel on ne pourra pas procéder malgré le consentement aux soins. Est-ce qu'on peut penser que ça va être écrit dans le formulaire? Ah, même malgré que je manifeste une résistance ou un refus, administrer quand même l'aide médicale à mourir parce que ça fait partie de mon consentement. Et si je manifestais un refus ou une résistance, ça serait juste momentané. Et dans le fond, je veux bien et je consens que vous procédiez avec l'usage de la force. Je pense que les professionnels ne seront certainement pas à l'aise de signer un formulaire de cette nature-là et encore moins à l'aise de procéder alors qu'il y a une manifestation de refus ou de résistance de la part de la personne, malgré qu'elle puisse l'avoir noté dans ses manifestations dans son formulaire. Alors, allons anticiper comment va l'administration. Alors, bien entendu, l'administration ne pourra se faire que si la personne est inapte à consentir aux soins, donc une conclusion d'inaptitude, une conclusion médicale d'inaptitude à consentir aux soins et le fait que la personne éprouve les souffrances telles qu'elles décrites précédemment. L'inaptitude, comment est-elle évaluée? Ben, je vous en ai mentionné un peu plus tôt
le grand principe de la personne qui, que toute personne est présumée apte, bien entendu, et que l'inaptitude ne peut être, pardonnez-moi, que l'inaptitude à consentir doit être démontrée. Elle est démontrée par une évaluation médicale de la compréhension de la compréhension qu'a la personne de sa maladie. Alors, comprend-elle qu'elle est affectée d'une SLA, des soins proposés pour sa SLA, des risques et avantages reliés à l'aide médicale à mourir, des soins donc proposés étant les soins de fin de vie visant sa maladie, des risques de ne pas se soumettre à l'aide médicale à mourir. Donc, est-ce qu'il y a des risques? Ben, on pourrait dire oui, survivre à la maladie. Donc, autrement dit, on fait le tour de la question avec la personne. Comprend-elle ce qu'elle recherche en faisant cette demande anticipée? Et l'inaptitude de la personne portant sur la maladie elle-même, grave et incurable, va devoir être constatée par le professionnel qui va pouvoir arriver à la conclusion, ah, elle ne comprend plus euh, de quoi elle est affectée. Elle ne comprend plus quelles sont les conséquences de sa maladie. Elle n'arrive plus à expliquer les avantages des soins par rapport à sa maladie. Donc, cette évaluation-là devra être faite de façon telle qu'on pourra enclencher le mécanisme ou la mise en place, la mise en œuvre de l'administration de la demande anticipée. Au niveau des souffrances physiques ou psychiques persistantes, insupportables et inaplaisables dans des conditions jugées tolérables, l'évaluation doit se faire par deux professionnels, comme j'ai mentionné. Ceci avant l'administration de l'aide médicale à mourir et donc basé sur une évaluation de la souffrance, basée sur les informations que les professionnels dont les professionnels disposent, basée également sur leur jugement clinique. Et donc, au niveau des souffrances, on a vu à travers les différents rapports que les souffrances peuvent être de divers ordres, physiques, psychiques. Et les rapports présentement qu'on a à notre disposition, ce sont des rapports qui attestent de la présence de ces souffrances-là dans le contexte de demande contemporaine, puisqu'on a un exercice depuis la mise en œuvre, c'est-à-dire depuis bientôt 10 ans au Québec, la mise en œuvre des demandes d'aide médicale à mourir. On a des chiffres, on a des statistiques, la Commission des soins de fin de vie, les rapports annuels, les rapports pas annuels, mais les rapports du fédéral sur l'administration. Donc, on peut mesurer effectivement le niveau de souffrance des personnes qui ont eu accès par le biais de demandes contemporaines. Pourquoi je vous parle de demande contemporaine? Parce que pour une personne affectée de SLA, elle se qualifie également, généralement, dans les demandes contemporaines, sans avoir à songer à la demande anticipée avec une perspective d'inaptitude à consentir aux soins qui est incertaine. Alors, les demandes contemporaines, elles doivent rencontrer certaines conditions, celles notamment qu'on a vues, et ensuite, celles qui sont décrites à la section 3, être atteinte d'une maladie grave et incurable, et que sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités, et ou une déficience physique grave entraînant des incapacités physiques et persistantes, une ou l'autre. Alors, ce souhait-là d'aide médicale à mourir se formule comment? En remplissant encore une fois un formulaire en présence de professionnels de la santé avec un témoin indépendant qui va devoir être signé par toutes ces personnes-là et qui vont être consignés également, donc dans une demande bien formelle aussi d'aide médicale à mourir. Et en cas d'incapacité de la personne de signer, eh bien, à ce moment-là, on pourra avoir un tiers qui pourra signer à sa place. Les incapacités physiques sont fréquentes chez les personnes affectées par la SLA et à ce moment-là, on peut avoir une personne qui va signer à sa place à l'effet qu'elle comprend la nature de la demande et qu'elle-même, la signataire, comprend également la demande d'aide médicale à mourir et à ce moment-là, elle pourrait être la signataire de la personne incapable à signer elle-même. En tout temps, la demande peut être retirée, peut être reportée, c'est ce que la loi prévoit.
Avant l'administration, évidemment, il y a une démarche. Dans cette démarche-là de formulation d'aide médicale, à mourir au Québec, le professionnel doit être d'avis que la personne va rencontrer les conditions qu'on a vues un peu plus tôt, caractère libre et éclairé, souffrance, volonté réitérée. On doit aussi s'assurer que la personne a eu la possibilité d'avoir des entretiens avec les membres de l'équipe de soins, s'entretenir avec ses proches si elle le souhaite, s'assurer également qu'elle a pu contacter avec des personnes qu'elle souhaite contacter et doit nécessairement obtenir l'avis d'un second professionnel, donc pas seulement un médecin compétent qui va confirmer que les conditions sont remplies, mais également un second professionnel. Dans le cadre de la démarche, bien évidemment, le professionnel n'est pas tenu, obligé d'administrer l'aide médicale à mourir qui est formulée au terme d'une demande contemporaine. Mais s'il accepte, il doit lui-même l'administrer. C'est ce que la loi prévoit. S'il ne peut pas l'administrer, il doit en informer la personne. S'il a des raisons personnelles, et ça, quand même un peu de discussion entourant le fait qu'un médecin pourrait refuser pour des raisons personnelles, mais ceci dit, la loi prévoit que c'est possible pour le professionnel compétent d'exprimer qu'il ne peut pas l'administrer. Et pourrait être qu'il a non-disponibilité, alors à ce moment-là, il doit en informer la personne. S'il refuse pour des raisons personnelles, il doit en aviser la direction, puis il doit trouver à ce moment-là un nouveau professionnel. La façon dont ça procède, c'est que généralement, la personne s'entend avec le professionnel, avec son neurologue ou autre, et on fixe la date et on détermine les conditions dans lesquelles, ou le moment, le lieu dans lequel le tout va être réalisé. On a des situations où il y a j'ai vu un transport à longue distance où là, l'établissement de santé refusait catégoriquement que la personne soit transportée à 200 km de où elle était euh, pour, euh, pour recevoir l'aide médicale à mourir. Mais finalement, tout a été mis en place et un professionnel compétent qui a pu administrer effectivement, suivant à cela, la demande contemporaine d'une personne affectée de SLA de manière très avancée. Je vous parlais tout à l'heure des statistiques relatives aux souffrances physiques ou psychiques persistantes, insupportables et inapaisables. Alors, je vous donne quelques chiffres ici qui ressortent du rapport annuel de la Commission des soins de fin de vie, où on peut se dire qu'on a encore une fois un enseignement du côté de la qualification et de la mesure des souffrances physiques ou psychiques qu'on pourrait voir lorsqu'une demande anticipée arrive au stade de son administration. Pour plusieurs, pour la très grande majorité, ce sont des souffrances physiques qui se manifestent. Dans une très grande majorité de cas, les personnes mettent en lien leur souffrance avec la perte de capacité à des activités significatives, parler, voir, entendre. Exemple. Une autre grande portion de la population aussi par rapport à la performance d'activité dans la vie quotidienne. Donc, sortir, prendre l'air, prendre un café. Perte de la dignité, 73% quand même des gens ont considéré souffrir psychiquement de cette perte de dignité comme étant jugée intolérable. Un contrôle inadéquat de la douleur pour une grande portion de la population également. 47% qui indiquaient que les souffrances en lien avec la perception d'être un fardeau pour sa famille leur permettaient de considérer que c'était une souffrance psychique persistante. N'oubliez pas le mot persistante. Donc, si c'est persistant, c'est pas variable dans le temps, c'est soutenu. Que les souffrances, 44% indiquent les souffrances en lien avec une perte d'indépendance, d'autonomie. 35% rapportent une détresse émotionnelle, de l'anxiété, de la peur ou une souffrance existentielle. Ça devient persistant, insupportable et on peut pas apaiser ça d'aucune façon, hormis peut-être se faire endormir ou subir une sédation continue. 32% font référence à une perte des fonctions corporelles, plus l'élimination.
L'alimentation, 24 un sentiment d'isolement ou de solitude, être seul dans une unité de soins, dans une chambre avec des soins extraordinaires. Ce sont des exemples. Les raisons les plus fréquentes pour lesquelles les souffrances ne pouvaient être apaisées dans des conditions que la personne jugeait acceptables, 63 des traitements jugés inefficaces, absence de traitement, 38 des personnes, refus de traitement, 32. Donc, on se retrouve là à identifier de façon assez complète qu'est-ce qu'on entend par souffrance physique ou psychique persistante, insupportable et inapaisable. Donc, en définitive, voici une situation et une question toujours très sensible, toujours d'actualité, pour lesquelles on se pose encore des questions, qui méritent encore des réflexions sur des enjeux qui sont juridiques, sur des enjeux qui sont éthiques, puisque ça soulève des sentiments humains normaux, des sentiments qu'on partage avec les proches, avec les professionnels de la santé, une situation qui a reçu une réponse législative au Québec, très poussée, très avancée, puisqu'au Québec, on est quand même très avancé à ce niveau-là. Les demandes anticipées n'ont pas porté fruit dans certains pays où on a tenté justement d'élaborer et de légiférer sur les demandes anticipées. Au Québec, on a commencé à remplir et transmettre les demandes anticipées. Euh, on va certainement, à un moment donné, tôt ou tard, entendre parler, et peut-être par le biais des rapports de la Commission de soins de fin de vie, commencer à connaître euh, l'étendue des administrations par demande anticipée. On va continuer de connaître l'étendue des administrations par le biais des demandes contemporaines. Donc, tout ça fondé sur le fait que au Québec, en particulier, on privilégie beaucoup l'autonomie de la personne et le respect de ses volontés et de ses volontés anticipées. On a déjà des outils, les directives médicales anticipées, le mandat de protection dans l'éventualité de l'inaptitude. Donc, on sait que ces outils-là sont déjà favorables à déterminer à l'avance dans l'éventualité de l'inaptitude ce qu'on souhaite. Donc, voilà où on en est. Alors, on pourra voir où on s'en va dans les prochaines années et à savoir si on élargira davantage, mais certainement qu'on est face maintenant à un élargissement significatif dont on regardera l'évolution. Voilà mon propos. Maintenant, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Hélène. Il y a déjà commentaires et questions dans le chat. Je vais commencer avec la première question. Comment un médecin pourra déterminer une souffrance comment on dit ça? Euh, Psychique. Merci. D'un patient qui est dans un état qui le rend inapte à l'exprimer. Oui, mais déjà, puis on peut prendre la question sous l'angle des demandes contemporaines et pas seulement les demandes anticipées. Parce que, comme vous l'avez vu dans le formulaire de demande anticipée, on va vraisemblablement faire référence à la manifestation de douleur, à savoir que un tel état va engendrer des douleurs, des souffrances psychiques. Je ne voudrais pas me retrouver dans cette situation-là, parce que je vais nécessairement beaucoup souffrir. En même temps que on ne sait pas personne, on ne sait pas tant qu'on n'est pas rendu là, tant qu'on n'a pas un diagnostic, tant qu'on n'a pas une progression de la maladie. À chaque étape, on peut se faire dire, mais on ne sait pas si rendu là, comment on va on va passer à travers les souffrances. Mais comment un médecin peut, c'est une excellente question. Puis comment le médecin peut aujourd'hui, puis comment il pourra. Alors, euh, c'est sûr que si une personne est inapte à consentir à des soins, elle peut quand même éprouver des souffrances. Puis elle peut quand même les manifester, les exprimer de différentes façons. Euh, c'est certainement ce sera certainement beaucoup plus difficile avec les demandes anticipées. C'est, et c'est certainement beaucoup plus facile avec les demandes contemporaines. Parce que vous mettez le doigt sur une situation très particulière où l'on peut se questionner. Il reviendra aux professionnels de santé de faire cette évaluation-là, les souffrances. Il n'y a pas de mesure. À ma connaissance, on n'est pas capable d'évaluer les souffrances euh, que vivent les personnes qui sont affectées, par exemple, d'une démence profonde. Euh,
Et donc, c'est pour ça que il y aura certainement, et il y a encore à discussion là-dessus, mais il y aura certainement un grand défi pour les professionnels de la santé euh, d'évaluer les souffrances. Oui, Je veux juste dire, Monsieur le Filion, parce que vous avez fait plusieurs commentaires, je vais laisser vous avec vos questions et peut-être au lieu de lire ces choses, OK. parce que le prochain, c'est vous avez écrit juger tolérable par la Oui. patient ou le médecin. Donc, moi, je crois qu'il y a plusieurs choses dans ces commentaires qui vraiment méritent d'être discutées. Est-ce que vous avez une question à ce moment-là qui est différente de quoi est dans le chat, Monsieur Filion? Ah non, non, c'est beau. Si on continue avec les questions, ça va. OK, c'est bien, mais s'il vous plaît, rentrez dans la discussion parce que vous avez vraiment levé plusieurs choses. Donc, un de les autres commentaires de Monsieur Fillon était qui, c'est qui décide quoi est tolérable, le patient ou le médecin? Donc, est-ce que le code criminel qui tarde à être amendé est un frein pour les praticiens au Québec pour les demandes contemporaines et anticipées? Et je veux quand même répondre, assurer là, que juger tolérable, la personne elle-même. C'est pas le professionnel de la santé. Dans la définition, dans l'expression complète, là, soit c'est intolérable pour la personne. Elles ne peuvent être assouvies par des moyens tolérables pour elle. Donc, c'est vraiment par rapport à la personne. Euh, et effectivement, c'est subjectif, mais le médecin va devoir, euh, encore une fois, c'est une difficulté importante, un défi pour les professionnels de la santé de les évaluer. Pour répondre précisément, est-ce que le code criminel qui tarde est un frein pour les praticiens? Euh, je- En général, j'aurais tendance à vous répondre que non. Il y a une augmentation de praticiens médecins qui sont disposés à prodiguer l'aide médicale à mourir depuis quelques années. Il y a une formation aussi des médecins de prodiguer ces soins parce que c'est un soin comme les autres soins, puisque c'est intégré dans notre loi comme des soins. Donc, pour les demandes d'aide médicale à mourir, c'est clair qu'on a cette inquiétude-là de la coexistence du code criminel. Maintenant, vous référez aux demandes anticipées précisément du fait que c'est pas précisé dans le code criminel et vous dites, ah, est-ce que les médecins ont une difficulté de ce côté-là? Ben, est-ce que le code criminel sera modifié? Est-ce qu'on les précisera? Ce que je peux vous dire à ce niveau-là, c'est il y a 2 ans ou 3 ans, 2022, il y a déjà 3 ans, un comité spécial formé au fédéral pour éclairer le législateur avait suggéré que les demandes anticipées soient intégrées, soient considérées comme valables euh, au niveau du droit canadien. On a demandé l'année dernière, si vous avez suivi, vous l'avez vu, euh, plusieurs ordres professionnels, qu'il y ait une modification qui soit apportée au code criminel. Donc, il se peut qu'il y ait des praticiens qui soient mal à l'aise avec le fait que le code criminel ne soit pas amendé, modifié. Toutefois, on a connaissance aussi que le procureur général du Québec euh, euh, et s'est prononcé sur le fait qu'il n'entreprendra pas, et c'est le procureur général du Québec qui peut mettre en œuvre des demandes ou des poursuites en application du code criminel, qu'il ne va pas faire de démarche à l'égard des professionnels de la santé qui vont avoir réalisé, administré l'aide médicale à mourir suite à des demandes anticipées. Donc, de ce côté-là, les praticiens devraient être rassurés. Il y a Hum. aussi, je suis pas Je sûre. peux peut-être y aller, Kate, Oui. si on est d'accord. On suppose que dans une demande contemporaine, la personne est à décrire ses souffrances, ce qui n'est pas le cas pour une. Euh, je ne crois pas, M. Filion, qu'on suppose que la personne est inapte à décrire ses souffrances dans une demande anticipée. Au contraire, je pense que dans la demande anticipée, la personne doit être apte, lorsqu'elle remplit le formulaire, à décrire ses souffrances, à décrire des manifestations pour lesquelles elle considérait qu'il y a lieu de pouvoir administrer l'aide médicale à mourir. Donc, Mais excuse, euh, je parlais au moment où elle reçoit le soin.
Au moment où elle reçoit le soin, d'accord. Au moment où elle reçoit l'aide médicale à mourir, euh, ben, c'est pas qu'on suppose, c'est que c'est plus difficile à évaluer de façon concrète, en même temps que les professionnels sont formés et devraient être formés pour pouvoir l'évaluer, que ce soit verbalement ou non verbalement. Euh, et une inaptitude à consentir, ça pourrait être très poussé, à savoir que la personne est dans un état comateux, mais ça pourrait être aussi bien avant, où la personne est encore capable de s'exprimer, puis d'exprimer une douleur. Une personne qui est inapte à consentir à des soins n'est pas, n'est pas nécessairement une personne qui est dans un état où elle ne peut plus communiquer. Donc, l'expression de manifestation ou l'acquiescement que est-ce que les souffrances sont telles? Donc, je pense que les professionnels de la santé vont pouvoir être outillés pour faire cette évaluation-là. Vous êtes, on est peut-être pas sur la même longueur. Je ne vous dis pas que j'ai 100% confiance. Je vous dis qu'il faut une formation. Je pense que ça sera difficile. Et, mais il reste que si le législateur a choisi qu'il leur reviendra de faire cette constatation-là et cette évaluation-là. J'ai une question de Madame. Merci d'avoir apporté ce point-là. Très important. Merci. J'ai une question de Madame Rochette. Est-ce que le fait de compléter une demande anticipée de demande médicale à mourir accélère l'exécution au moment venu ou ici les délais d'exécution sont les mêmes que nous ayons complété la demande anticipée ou non? Je pense pas que je comprends la question. Le fait de compléter une demande anticipée Est-ce que ça va accélérer accélère l'exécution l'exécution de l'acte? de l'acte au moment venu C'est ou parce si les délais... qu'actuellement, pour l'aide médicale à mourir, il y a un délai. Oui, Est-ce que ça va être parfois. le même délai au moment venu dans le cas d'une demande anticipée? Ah, OK. Merci Le bien. délai, le Je délai pense. actuel pour les demandes contemporaines, il peut survenir un certain délai, c'est vrai, et des délais qui sont beaucoup plus courts pour différentes raisons, des délais plus longs pour différentes raisons aussi. Parfois, le délai est attribuable à la personne, parfois le délai est attribuable au système, parfois le délai est attribuable au médecin. Euh, il faut avoir le lieu acceptable, il faut avoir la personne compétente disponible, et c'est vrai qu'on entend des situations où il y a un délai qui semble inacceptable pour la personne qui a formulé la demande contemporaine. Donc, la question se pose par rapport aux demandes anticipées. Est-ce qu'on peut s'attendre qu'on va être plus efficace pour les demandes anticipées? J'ai pas tendance à croire que oui. J'ai pas tendance à croire que tout va changer parce que c'est une demande anticipée. Ça devrait être tout à fait, l'accès devrait être égal, à bon sens. Euh, Ça va revenir à, de manière contemporaine, est-ce qu'on peut exécuter la demande ou réaliser la demande euh, alors qu'on est face à une situation où on peut administrer effectivement la DAMM. Hmm. Le délai, il n'y a pas de typique. Euh, Ça varie beaucoup. Ça varie d'une région à l'autre. Ça varie d'une situation à l'autre. On a vu des situations des délais d'un mois, on a vu des situations de délais de 10 mois. Je pense que les délais se sont améliorés quand on regarde les statistiques de la Commission des soins de fin de vie. Euh, il y a une plus grande disponibilité de médecins qui sont disposés à administrer le soin. Ça peut expliquer le fait que les délais sont moins longs, mais ce n'est pas une... Je pense que c'est difficile de faire une moyenne parce que les délais ont beaucoup varié au fil des ans. Monsieur Fillon, je ne sais pas si on a répondu à toutes les très bonnes questions que vous posez. Quand vous dites, par exemple, les directives médicales anticipées ne sont-elles pas exécutoires? Ah, mais c'était pour répondre à Mme Leblanc qui disait que c'était pas assuré que les DMA soient respectés. Il me semble que sont exécutoires. Il n'y a Quand pas. on parle de, juste pour que tout le D- monde comprenne bien, quand on parle de DMA, on parle de ouais, directive médicale anticipée. D'accord. ouais. Ce qui n'est pas la demande, la DAAMM.
qui est Non, c'est pas la même la chose. demande anticipée. Les DMA, ce sont des directives. Directives plutôt que demandes. C'est très différent. Les Oui, directives médicales anticipées, on dirige vers les professionnels de la santé de respecter nos volontés, nos choix. Et ça se concentre sur 5 situations cliniques seulement. OK? 5 situations de soins avec 3 cas précis cliniquement. OK? Alors, il faut avoir une inaptitude très claire de consentir aux soins. C'est seulement pour 5 catégories de soins qui ont trait à des organes vitaux. Hein? La réanimation cardiaque, la dialyse rénale, le support ventilatoire, donc le cœur et poumon, et hydratation et alimentation forcée parentérale. Donc, euh, vous avez raison, elles doivent être respectées. Et les personnes qui voudraient contester les directives devraient le faire devant un tribunal. Alors, c'est pour vous dire à quel point c'est contraignant sur les professionnels de la santé. La demande anticipée, ce n'est pas une directive, c'est une demande. C'est contraignant envers les médecins, oui, mais comme on l'a vu, il y a plusieurs conditions à remplir et les médecins doivent aussi appliquer leur jugement clinique médical. Alors, ou les professionnels compétents doivent appliquer leur jugement clinique. Alors, il y a ce volet-là qui est laissé à leur appréciation, effectivement. Alors, c'est pas, ils ne sont pas tenus, ils doivent exercer leur jugement avant d'administrer la DAMM. Nous avons un commentaire. Concrètement, demain, une personne souhaite formuler une demande contemporaine ou anticipée. À qui cette personne s'adresse-t-elle? Médecin de famille, neurologue, à l'urgence? Préférablement au médecin qui la connaît. Si c'est un neurologue qui la suit pour une SLA, certainement à ce neurologue. Ils sont très bien placés. Mhm. Peut-être le médecin omnipraticien avec qui cette personne-là a une relation soutenue, plus ou moins soutenue. Certainement pas à l'urgence. Est-ce qu'il y a des autres questions ou commentaires pour Maître Gay aujourd'hui? moi, je dois quitter. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Filion. Merci, M. Filion, pour vos Mais- questions. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci, Ça vous a éclairé? Oui. Ouais. merci Oui, beaucoup. oui. Oui. C'est ça. Est-ce que je pourrais me permettre, je ne trouvais pas la main pour lever la main, est-ce que je Ça pourrais va. me permettre de revenir sur le contexte législatif qui est un peu complexe pour les praticiens au Québec? Quand vous avez mentionné tout à l'heure, Maître Guy, que la décision du procureur général au Québec, ça devrait rassurer autant les infirmières praticiennes que les médecins qui choisissent de pratiquer l'AMM. Vous savez, ces évolutions-là législatives, malheureusement, sont très soumises à ce qui se passe au niveau du climat politique. Le climat politique au niveau fédéral et provincial en année d'élection va amener certainement des changements. Est-ce que vous savez si cette décision-là du procureur général au Québec pourrait être modifiée dans l'éventualité où il y aurait un changement de garde au niveau politique au Québec? Je ne suis pas dans le secret des politiciens, c'est la première des choses. Deuxièmement, ce à quoi je fais référence quant aux intentions du PG Québec, ça réfère exclusivement aux demandes anticipées parce qu'il n'y a pas de problème au niveau des demandes d'aide médicale à mourir. C'est en place et c'est légal. Donc, au niveau des AMM, du fait que au niveau fédéral, on n'a pas reconnu spécifiquement les demandes anticipées. Bien, comme je vous disais, il y a un rapport consultatif très sérieux à ce sujet. Et voyant qu'à l'Assemblée nationale,
il y a un consensus sur cette question-là d'avoir introduit ces soins-là dans notre législation et un consensus aussi sur les élargissements et sur l'adoption de cela et même sa mise en œuvre en octobre 2024 plutôt que en juin 2025. Donc, moi, je n'anticipe pas, même s'il y avait un changement de gouvernement au Québec, je n'anticiperais pas qu'il y aurait une modification quelconque à ce niveau-là, de la Merci. part de la position du PG. Ouais. Oui. Est-ce que des Et non autres... plus que de la part, non plus que de la part du législateur. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des commentaires à partager avec Maître Gay? Oui, Madame Pinto. Non, non, c'est juste pour dire bonjour, de dire thumbs up. Merci beaucoup, j'apprécie. Vous On êtes vous muté. entend pas. On n'entend pas. Vous êtes muté. Vous êtes muté, Madame Pinto. On n'entend rien. Vous devez... Faudrait ouvrir. Ah, voilà. Oui, c'est voilà. Oui, c'était justement pour dire merci en général, surtout pour ce soutien et l'éclairage que vous apportez à cette question si importante et essentielle pour nous qui vivons cette maladie. Donc, vraiment, c'est inappréciable ce soutien-là. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame C'est- Pinto. Oui, ça demeure très complexe comme démarche. En tout cas, s'il n'y a pas des dernières questions ou des derniers commentaires, on va terminer cet webinaire. Vous pouvez arrêter l'enregistrement.